Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre cette table ronde. Je me présente, Jérémy Vencatachelum, sous-directeur en charge de la politique salariale et des parcours de carrière à la DGAFP et par ailleurs administrateur territorial. Vous comprendrez pourquoi j'ai eu un grand plaisir cet après-midi à animer cette table ronde dédiée à la fonction publique territoriale, à ses spécificités et aux ses éléments d'attractivité qui vous conduiront, je l'espère, à vous engager et à rejoindre les collectivités. Nous avons cet après-midi 3 témoins qui nous font le plaisir de partager leur expérience et leur regard sur la richesse des métiers, sur le sens et l'utilité de l'engagement dans le secteur public territorial et plus globalement sur les opportunités en termes d'emploi et de carrière que vous pouvez retrouver dans les collectivités. Il s'agit donc, et je les remercie vivement pour leur présence et leur participation à mes côtés, de Cindy Laborie, responsable des affaires juridiques à la Fédération nationale des centres de gestion, de Julie Leminck, DRH, directrice des ressources humaines de Villiers-sur-Marne, et de Jérôme Le Savre, directeur général adjoint en charge des ressources à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Alors, avant de céder la parole à nos intervenants, je souhaitais rappeler quelques éléments assez spécifiques à la fonction publique territoriale. On parle d'un versant de la fonction publique territoriale qui rassemble près de 2 millions d'agents, 1 900 000 pour être précis, qui œuvrent auprès de plus de 42 000 employeurs et qui font vivre le service public de proximité. C'est un service public territorial qui se caractérise par sa diversité en termes de strates. Vous les retrouvez dans les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, mais aussi par un périmètre très large de compétences, de véritables univers professionnels autour des enjeux de protection, d'accompagnement dans le domaine social, médico-social, de l'enfance, de la petite enfance, mais également dans tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, du logement, des politiques culturelles. Enfin bref, on pourrait faire une lecture assez longue de ces champs de compétences, mais qui donne à voir une approche très large des opportunités et des métiers que nous pouvons rencontrer dans les collectivités. Alors, au-delà parfois des clichés, on y reviendra peut-être parce que l'objectif de cette table ronde, c'est aussi de venir déconstruire quelques préjugés, quelques informations qui circulent sur l'univers de la fonction publique territoriale. Moi, je voudrais revenir sur les éléments aussi qui rassemblent ce versant de l'administration. Je pense qu'il y a d'abord un choix, et pour reprendre le titre de cette table ronde, un choix de l'engagement. On est véritablement sur un versant où les agents sont acteurs de leur parcours de carrière, sont libres de faire des choix, de découvrir des univers très différents, de passer de fonctions support à des fonctions opérationnelles, de découvrir des strates et des collectivités, des territoires très divers. Et puis le terme territoire a du sens. C'est une fonction publique qui est ancrée dans le réel, très opérationnelle, en lien avec les usagers, auprès des élus, pour faire évoluer, pour accompagner, pour développer un projet de territoire. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que le but de cette table, c'est d'écouter et d'entendre nos différents témoins cet après-midi. Peut-être pour démarrer et leur céder la parole, moi j'avais envie de leur demander de nous présenter évidemment les collectivités sur lesquelles ils œuvrent, leur administration, et puis de manière peut-être un peu plus personnelle, s'ils peuvent nous faire partager les raisons qui les ont conduits à rejoindre la fonction publique territoriale et d'y rester. Je laisse peut-être la parole à Cindy. Oui, bonjour. Alors, moi, je travaille à la Fédération nationale des centres de gestion. Les centres de gestion, qu'est-ce que c'est? Ce sont des établissements publics, donc locaux, il y en a un par département, sauf en Île-de-France où ils sont interdépartementaux. Et ces établissements accompagnent l'ensemble des collectivités dans toute la gestion de leurs ressources humaines, du recrutement jusqu'au départ à la retraite de leurs agents, donc avec des conditions d'affiliation. Donc on a 94% des collectivités qui sont affiliées au CDG, et pour les plus grandes, elles ont recours à certains services. Les services des centres de gestion sont très larges. Sur les missions, ils ont des missions obligatoires, notamment la diffusion de l'ensemble des offres d'emploi de toutes les collectivités,
que vous retrouvez sur un site unique, et puis l'organisation des concours, la gestion du droit syndical, les instances médicales, mais aussi d'autres missions dites facultatives, donc à la demande des collectivités. Ça va être la médecine du travail, les missions de remplacement d'agents quand vous avez des agents malades ou absents en collectivité, tout un tas de missions. Alors, moi, mon parcours, il est assez linéaire, puisque à l'issue de mes études de droit, je fais un DESS, donc à l'époque on disait DESS, maintenant on dit Master 2 de contentieux administratif. Je suis arrivée comme juriste à la Fédération nationale des centres de gestion en décembre 2003 et j'y suis toujours. Donc vous pouvez voir l'intérêt que j'ai pour le service public et le service public local et les ressources humaines de manière générale. Et j'ai une petite particularité, c'est que dans une autre vie, je suis également élue, donc adjoint au maire dans une commune de 17 000 habitants en charge des ressources humaines, donc j'ai la chance d'avoir les deux casquettes. Donc moi, je suis directeur général adjoint à l'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc Cergy-Pontoise, c'est une agglomération qui a une vingtaine de minutes de Nanterre en partant vers l'ouest. Alors, je veux juste préciser aux participants dans la salle qu'on a les lumières, donc on ne vous voit pas vraiment réagir, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous signaler si on n'est pas clair, surtout s'il peut m'arriver d'utiliser des acronymes un peu barbares. Donc Cergy-Pontoise, en fait, c'est une agglomération de 220 000 habitants, 13 communes, autour de la ville de Cergy, qui est la préfecture du Val d'Oise. Et comme la plupart des communautés d'agglomération, c'est une intercommunalité qui gère des compétences très variées en matière d'aménagement, politique de la ville, ce qu'on appelle les grands services urbains, les déchets, l'eau potable, le chauffage urbain, donc des domaines techniques pointus, mais aussi également tout ce qui est biodiversité, et puis des politiques culturelles autour d'un conservatoire régional notamment, et en matière sportive, des piscines sur l'ensemble des territoires. Donc vous voyez, en fait, c'est ce qui caractérise les collectivités locales, souvent sont des champs de politique publique très variés et du coup des métiers très très différents. En général, par collectivité, on a une centaine de métiers différents. Et naturellement, le champ sur lequel je suis moi, celui des ressources, c'est-à-dire tous les services supports, ressources humaines, numériques, juridiques, financiers, notamment, qui viennent à l'appui des politiques opérationnelles en direction du public. Et mon rôle au sein de la direction générale des services, c'est de piloter ces politiques et de donner les moyens aux politiques opérationnelles de délivrer le service au public. Et pour ce qui est de mon parcours, ce que je trouve intéressant du coup en faisant écho, c'est que vous voyez que dans la territoriale, on peut avoir des parcours très, très différents. Puisque moi, je suis à Cergy-Pontoise depuis 2 ans seulement. Et j'ai travaillé en commune, et notamment à la direction générale des services de la ville de Nanterre auparavant, mais sur le champ de l'éducation et de la petite enfance. Et puis auparavant, en département, dans l'Est de la France, comme DRH, à la métropole de Strasbourg aussi sur des fonctions de ressources humaines, et en Bourgogne, dans une petite commune, comme directeur général sur des politiques de protection de l'environnement et de finances. Donc tout ça pour dire qu'en fait, dans la territoriale, on peut à la fois bouger sur le territoire métropolitain et même en Outre-mer si on le souhaite, mais on peut passer de politiques opérationnelles à des politiques ressources. Mais je ne vais pas plus loin parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Bonjour à tous, donc Julie Leminck, je suis directrice des ressources humaines de la ville de Villiers-sur-Marne. Donc Villiers-sur-Marne, c'est une ville de 32 000 habitants dans le Val-de-Marne qui emploie à peu près 900 agents. Souvent, lorsqu'on vous parle des communes ou de communautés d'agglomération, souvent on vous parle un peu de strate démographique et on vous parle aussi du nombre d'agents. Comme ça vous donne un petit peu une idée. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Une commune, ça nous parle parce qu'il y a cette proximité, on habite tous dans une ville, donc les services du quotidien nous sont plutôt familiers. Mais aujourd'hui, il y a plein d'enchevêtrements. Il y a des délégations et donc, comme le montre effectivement Jérôme, il y a des transferts de compétences.
Pour autant, il y a toujours des liens. C'est-à-dire que parfois, les piscines sont gérées encore par les communes, parfois par des communautés d'agglomération. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on attend, en fait, c'est un peu comme McDo. Venez comme vous êtes. Voilà. Si on peut vous dire, venez comme vous êtes, on fera avec avec vos envies et avec ce qu'on peut vous proposer. La grande force, je trouve, des collectivités territoriales, c'est on peut être diplômé, on peut ne pas être diplômé. Et pour autant, on peut faire plein de métiers, on peut évoluer. C'est-à-dire qu'on peut commencer jardinier et finir directeur des services techniques et échanger et faire ça au travers de mobilité. On peut être, certes, passer des concours, mais on peut aussi être contractuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on peut évoluer de manière différente. On peut être porteur d'un handicap et être nommé, devenir fonctionnaire sans avoir à passer de concours. Le statut nous le permet. Donc, si vous voulez, moi, ce que je retiens, parce qu'au départ, moi, quand je suis arrivée dans la fonction publique, mais il y a 33 ans, j'avais surtout pas envie de devenir fonctionnaire. Je le suis. Je ne voulais surtout pas rester. Je le suis. Comme quoi, on a beaucoup d'idées fausses. Voilà. En gros, c'est-à-dire que tout mon plan est absolument à l'inverse de ce que j'ai pu faire. Et finalement, pourquoi la question, c'est parce que j'en suis à mon 4e métier. J'ai fait une école de commerce, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Finalement, j'ai repris des études et puis j'ai passé des concours. Et puis j'ai discuté en fait avec aussi des collègues, j'ai appris de ces collègues, j'ai changé de collectivité. Et chaque collectivité a des forces différentes, elle a un intérêt différent. Et surtout, je trouve que ce qui est important, en tout cas chaque matin, toujours au bout de 33 ans, je me sens utile dans mon métier. Quand je me sens plus utile ou qu'une certaine lassitude arrive, parce que c'est normal, je me regarde et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et je sais que la fonction publique aura une réponse. Et ça, je trouve que c'est important parce que souvent, dans son parcours, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son parcours professionnel, parfois on est un peu perdu et c'est normal, voilà. Et on aura toujours une réponse, la fonction publique pourra toujours en fait proposer quelque chose. Et ça, je trouve que c'est important, voilà. Merci pour ce premier tour de table qui dit beaucoup de choses sur l'univers de la territoriale, surtout sa diversité, ses possibilités de parcours, de développement de trajectoires professionnelles personnelles avec une très grande offre de missions. Peut-être pour aller plus loin, parce que on l'a bien noté, mobilité géographique, mobilité fonctionnelle, possibilité d'évolution, de prise de responsabilité, c'est aussi ce qu'on peut retrouver dans les autres versants de la fonction publique, hein, fonction publique de l'État et fonction publique hospitalière. Qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, différencie, qu'est-ce qui fait la singularité de la fonction publique territoriale par rapport aux autres versants de la fonction publique? Alors, en tout cas, moi, j'ai toujours travaillé qu'en commune, donc je ne pourrais témoigner que de mon expérience. Beaucoup d'agents, c'est très intéressant, je trouve, d'écouter. Beaucoup d'agents trouvent qu'il y a du sens, en fait, sur le fait que le travail qu'ils réalisent, ils en voient les effets. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de... ils envoient les effets, c'est-à-dire et que quel que soit leur niveau d'études, un ingénieur qui arrive dans, par exemple, la ville de Villiers-sur-Marne, il va travailler sur des grands projets, il va travailler sur EPA-Marne, il va travailler sur du métro, et donc il va voir ça arriver. Le jardinier ou la TSEM, elle va s'occuper des enfants, et elle va voir, effectivement, elle va accompagner l'évolution de l'enfant. Et donc, c'est ce sens au quotidien. Le fait aussi de se sentir soutenu, de savoir que un agent qui exerce, parce que dans la fonction publique territoriale et dans, je dirais, les métiers de terrain, il y a une certaine pénibilité. À 50 ans, quand je dirais, il peut y avoir aussi des troubles musculo-squelettiques qui abîment un agent, ce qui fait sens, c'est qu'on va accompagner l'agent vers un autre métier. Alors je pense que il me semble que dans le privé, souvent, on n'a pas nécessairement cette possibilité-là. Et donc, c'est de savoir qu'il y aura un accompagnement tout au long de la carrière. Donc, je pense, il me semble que c'est quand même un facteur très important de savoir qu'on ne sera pas, que l'âge n'est pas un problème, que le handicap n'est pas un problème et qu'il y a... je sais que ça peut paraître un peu... barbe à papa, un peu cette formule, mais de se dire oui, parce que nous, notre travail, en tout cas en ressources humaines, c'est de proposer beaucoup d'accompagnement, de recadrer aussi, hein. Il faut le dire aussi. Voilà. Merci, Cindy.
Alors Julie le disait, travailler dans un territorial, c'est être un acteur des mutations. Les mutations, vous les voyez au quotidien. On parlait des routes, des jardins, mais il y a aussi toutes les mutations écologiques, énergétiques, les mutations également numériques. Donc les agents territoriaux accompagnent également ces politiques d'évolution et de transition. Le fonctionnaire territorial est également un acteur d'accompagnement du citoyen. On a des vidéos d'agents sur le site Métiers territoriaux dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure. Et il y a une vidéo qui m'avait marqué d'une agent qui est officier d'état civil et qui disait mais moi les agents, les usagers, je les accompagne pour leur mariage, d'abord le PACS, le mariage, la naissance des enfants, parfois des moments un peu plus difficiles, mais c'est ça que vous êtes vraiment au contact direct de proximité avec l'usager qui est moins présent dans les autres fonctions publiques. Bon, je mets l'hospitalière un peu de côté, et la fonction publique territoriale, en plus de son dynamisme, de ses mutations, de cette proximité avec l'usager, elle se base aussi sur une autre particularité, c'est la relation directe avec l'élu. Donc vous animez au quotidien des politiques, et ça c'est quand même quelque chose qui anime les agents territoriaux au quotidien, d'être acteurs également de la mise en œuvre de politiques sportives, culturelles, ce qui est un peu moins vrai dans les autres fonctions publiques. Peut-être pour prolonger cette spécificité de la territoriale par rapport au reste de la fonction publique, qui est la relation à l'élu, peut-être insister sur 2 points qui me paraissent importants de souligner. C'est l'importance de la durée du mandat. Ce qui va structurer votre action dans une collectivité, quel que soit son niveau, commune, interco, département, région, ce sera le mandat, parce que l'équipe politique, elle a été élue sur un programme qui est échéancé sur le mandat, puisque les électeurs lui donneront la possibilité de le réaliser sur cette séquence-là. Et donc ça, c'est vraiment important, parce que ça va rythmer votre action au quotidien, et que vous soyez cadre dirigeant ou acteur de terrain, il y a un impact des orientations qui vont être données. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête, et que je trouve intéressant, parce que ça réfère aussi à la question du sens qu'on peut avoir au quotidien. Et puis l'autre élément attaché à cette relation à l'élu, c'est que vous avez aussi un pouvoir d'influence sur la décision dans les fonctions que vous exercez. Vous allez être amené à préparer, quelle que soit votre fonction, quel que soit le niveau que vous avez dans l'organisation, à un moment ou à un autre, vous allez, au titre de votre devoir de conseil et au titre de l'expertise que vous avez, intervenir dans la préparation des décisions qui sont prises par les élus. Et donc c'est aussi intéressant de pouvoir avoir une influence au sens positif du terme, de pouvoir amener des éléments d'éclairage de la décision qui sera prise, et dont ensuite vous pourrez aussi mesurer l'impact à travers cette proximité à l'usager et au territoire. Si je peux compléter aussi, l'une des particularités, c'est la diversité de nos employeurs. On disait tout à l'heure 40 000 employeurs, mais l'employeur, ça peut être une commune rurale où il y a 2 agents, ou le conseil régional d'Île-de-France avec des milliers d'agents, et aussi des politiques très différentes. Quand vous travaillez sur des communes, vous allez être sur certaines missions. Quand vous travaillez dans un département, une région, sur d'autres missions. Donc tout au long de votre carrière, vous allez pouvoir toucher à des secteurs d'activité très diverses. D'ailleurs, les collègues en parlaient tout à l'heure en parlant de leur parcours. Et puis également, ce qui est important, c'est que vous avez un plus grand choix dans l'accomplissement de votre carrière. À l'État, vous passez un concours, vous êtes affecté. Vous choisissez ni votre service ni votre lieu d'implantation. Dans la territoriale, vous avez le choix d'évoluer géographiquement en termes de métier, et c'est ça qui est aussi l'une des forces de la fonction publique territoriale. Merci. Alors, on aura compris les spécificités de la fonction publique territoriale, c'est proximité, impact sur le réel, diversité, relation avec les élus, un territoire, mais aussi et d'abord et avant tout auprès des usagers. Peut-être pour
poursuivre cet échange et très concrètement, parce qu'on ne connaît pas forcément toujours les modalités de recrutement, les sites sur lesquels on peut trouver l'information. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils, quelques informations pour expliquer à ceux qui nous écoutent les modalités de recrutement dans la fonction publique territoriale? Vous aviez commencé, Julie, à parler de ces diversité des voies d'accès, mais aussi où est-ce qu'on peut trouver les annonces et comment on peut découvrir l'univers et les métiers des collectivités. Alors c'est vrai que quand on est en recherche d'emploi et qu'on ne connaît pas un peu les rouages de la fonction publique, on est un petit peu perdu. Pourquoi ? Parce que certes, il est question de métier, mais il est aussi souvent question de grade. Et là, souvent, on vous perd. Voilà. Puis pourquoi ? Parce que si je schématise, je fais un cours de statut en version supra-accélérée, vous avez 3 catégories, A, B, C. A, cadre supérieur, B, cadre intermédiaire, C, agent d'exécution. Et quand vous allez sur le site Rendez-vous Emploi Public, qui est le site qui recense l'ensemble des offres de la fonction publique, des 3 versants de la fonction publique, donc État, hospitalier, territorial, certes, on va vous parler de métier, mais on va aussi vous parler de ces grades. Et c'est parfois un peu difficile de s'y repérer. Voilà. Concentrez-vous sur les métiers, c'est-à-dire que pour essayer de trouver, faites des tris. Voilà, vous avez, comme sur tous les sites, j'ai envie de dire, classiques, vous pouvez filtrer. Faites des filtres relativement larges en fonction de domaines d'activité pour cibler vos recherches. Et surtout, lisez les profils de postes et les annonces qui sont très détaillés. Alors, il faut trouver le juste milieu entre le candidat qui espère avoir 100% des compétences attendues et qui ne postule jamais parce qu'il a peur, justement, il se dit « mais je n'ai pas 100%, non, lancez-vous ». Et entre le candidat qui va répondre à 250, en fait, on va le retrouver sur toutes les annonces publiées parce qu'il cherche désespérément un emploi, ce qu'on peut comprendre, mais il faut quand même essayer de cibler le cœur de métier des compétences principales. Ensuite, vous pouvez aussi vous renseigner. J'ai envie de dire, vous avez sur Internet quand même un nombre de sites incalculable, notamment le site du CNFPT, les sites des centres de gestion aussi, qui détaillent bien un peu les métiers et les attendus des métiers. De toute façon, c'est pas grave. Posez-vous la question à chaque fois, mes expériences, que ce soit des stages, que ce soit une expérience professionnelle, quelles sont les compétences que j'ai acquises pendant cette expérience qui sont transposables dans le métier que je vise ? Et lors de votre entretien, il y a, j'ai envie de dire, 2 choses importantes. C'est, mettez en avant justement ces compétences et renseignez-vous sur la structure dans laquelle, en fait, que vous intégrez pour montrer que vous avez une certaine curiosité. Les employeurs n'attendent pas des tout sachants, pas du tout. On est surtout à la recherche de gens curieux, motivés et qui ont les capacités d'apprentissage. Pas nécessairement de personnes qui, entre guillemets, qui vont nous dire « je sais faire tout ce que vous avez mentionné sur votre annonce ». Même parfois, moi, en tant que DRH, ça m'effraie, parce qu'on ne sait jamais faire tout ce qui est écrit sur un profil de poste, mais par contre, montrer la capacité à acquérir les compétences nécessaires. C'est ça qui est plus important, en tout cas, je trouve, en matière de recrutement. Alors, la spécificité, juste une petite correction, le site pour les offres d'emploi, c'est emploi-territorial.fr et RDV, il a disparu, mais vous avez la chance d'avoir toutes les offres d'emploi sur un même site. Et ça, c'est rare quand vous avez 40 000 employeurs de ne pas avoir à vous disperser comme c'était le cas avant. Et là, vous avez vraiment toutes les offres d'emploi. Et je rejoins ce que disait Julie, il y a énormément d'informations sur tous ces sites. Il y a également le site Métiers territoriaux qui vous présente des métiers, donc avec des vidéos métiers, donc 2 minutes des agents à qui on est allé demander de parler de leur métier, pourquoi ils ont choisi ce métier, quelles sont leurs missions au quotidien, et 21 guides métiers qui vous précisent les missions de ces 21 métiers et également comment vous pouvez y accéder et après comment vous pouvez évoluer. Donc il y a 250 métiers dans la fonction publique territoriale. Ce site grossit petit à petit. Mais ce qui est important, et Julie le disait tout à l'heure, c'est que quel que soit le profil, vous avez une offre qui va correspondre à votre profil dans la territoriale, que vous soyez demandeur d'emploi, en fin d'études, chômeur, je disais handicap, personne en situation de handicap. Il y a toujours salarié du privé, fonctionnaire dans notre fonction publique, il y a toujours un poste qui va pouvoir vous correspondre. Et ne pensez pas que vous êtes, et c'est souvent une idée un peu fausse, il faut passer un concours pour intégrer la fonction publique.
Alors bien sûr, c'est le principe d'accès à la fonction publique, le concours, mais pas que. Aujourd'hui, vous avez des grades et des cadres d'emploi qui sont accessibles sans concours, ce qu'on appelle le recrutement direct. Vous avez également l'accès à l'apprentissage, vous avez l'accès à un contrat, il y a différents cas de recours contractuels qui sont prévus. Donc ne restez pas en figé en vous disant non, il faut absolument que j'ai un concours pour entrer en fonction publique, sinon on ne va pas vouloir de moi. Il y a plein de possibilités qui vous sont offertes et plein d'opportunités. Oui, je pense qu'en tant que représentant des employeurs territoriaux, on a bien conscience que c'est pas forcément simple quand on est candidat à se repérer, d'abord à accéder aux offres d'emploi malgré les sites qui existent, et puis à décrypter ces offres d'emploi-là. C'est aussi la raison pour laquelle on a répondu à l'invitation de volontiers de venir à votre rencontre et de vous donner un certain nombre d'éléments d'éclairage. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord les sites internet en général des collectivités sont des sources très importantes d'informations pour comprendre le contexte des offres d'emploi qui sont publiées. Deuxièmement, j'ai insisté sur ce qu'ont dit aussi mes prédécesseurs là, mais nous, on écrit des offres d'emploi comme partout en indiquant qu'on cherche le mouton à 5 pattes, mais on sait très bien qu'on ne va pas le trouver. Donc, il ne faut pas vous arrêter, il ne faut pas vous censurer. Si vous avez le sentiment que vous ne cochez pas toutes les cases, c'est le cas de 99% des candidats, et ce n'est pas grave, on le sait. Et puis surtout, n'hésitez pas. Alors, si vous avez un réseau professionnel qui vous le permet, allez à la pêche aux infos. Mais n'hésitez pas non plus à prendre contact avant de faire votre démarche de candidature officielle. Souvent, on indique, nous, des contacts, que ce soit à la DRH ou du chef de service recruteur directement, pour comprendre quel est le profil qui est recherché, quelles sont les compétences qui sont les plus attendues sur ce poste-là, pour vous permettre de vous rendre compte si finalement ça correspond à votre projet ou pas, et si ça vaut le coup de faire votre candidature. Et puis dans le cas où vous estimez que ça correspond, ça vous permet de mieux angler votre candidature. Donc voilà, n'hésitez pas, nous c'est pas bloquant. Je veux dire, un candidat qui prend contact avant pour mieux comprendre, c'est pour nous une marque d'intérêt. Donc, et puis ça permet, le cas échéant, de dissiper un malentendu et de vous éviter de candidater pour rien, au contraire, qu'on vous ait déjà repéré à ce stade-là. Donc c'est important. Et puis, encore une fois, insister sur le fait qu'il y a plein de voies d'accès et qu'on peut y arriver par concours, puis passer ensuite, peut y arriver par le contrat et passer ensuite les concours, ou rester contractuel, qu'on peut rentrer dans la territoriale et puis aller se balader après dans d'autres versants de la fonction publique ou dans le privé, et puis revenir ou pas. Par contre, n'appelez pas pour dire combien c'est payé, parce que parfois on a ce type d'appel. Ça doit pas être... C'est une question importante, elle n'est pas taboue, mais ça ne doit pas être la première question quand vous postulez. Je le dis parce qu'on peut avoir beaucoup de candidats qui nous appellent parfois pour poser cette question-là. Merci. Donc on voit bien que les ressorts pour rejoindre la fonction publique territoriale sont nombreux, diversité de voies d'accès, diversité des moments aussi dans la carrière. Je crois qu'on a tous compris que on ne s'engage pas forcément pour 40 ans, on peut venir pour un petit moment, repartir, faire des découvertes d'autres univers. J'en profite, j'ouvre une parenthèse puisqu'on parlait aussi des lieux de communication. N'oubliez pas que le site Choisir le service public est un site qui permet de pouvoir consulter un très grand nombre d'annonces concernant des offres d'emploi qui concernent les collectivités. Donc ça peut être aussi une source intéressante d'informations et de renseignements. Peut-être pour continuer sur cet échange, parce qu'évidemment, même si la fonction publique territoriale est très intéressante, qui permet de développer des parcours passionnants et dit beaucoup de choses de l'engagement collectif et individuel, il faut quand même aussi constater que dans la fonction publique territoriale, comme ailleurs d'ailleurs, vous êtes confrontés parfois à des difficultés de recrutement, que le sujet attractivité, fidélisation ne sont pas des termes qui vous sont complètement inconnus. Alors j'aimerais savoir si vous pourriez nous partager quelques mots, quelques éléments, quelques grandes orientations de votre stratégie en matière de marque employeur. C'est un terme souvent usité, vous pourriez peut-être d'ailleurs nous en dire quelques mots sur son sens et quelques exemples concrets d'actions que vous avez pu mener pour attirer, recruter et fidéliser des agents.
Ouais, je démarre. Oui, bah on est à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, comme dans beaucoup de collectivités, très préoccupés par cette problématique de pourvoir aux compétences dont on a besoin, surtout avec le vieillissement de notre pyramide des âges et avec beaucoup d'effectifs qui partiront en retraite dans les prochaines années. Donc il y a un enjeu pour nous d'opérer le transfert de compétences. Donc on a travaillé sur notre marque employeur et notamment on essaye, alors on le disait tout à l'heure, on sait que dans la fonction publique, c'est pas la rémunération qui est l'élément d'attractivité le plus fort, même si on peut offrir des niveaux de rémunération qui tiennent largement la corde dans la plupart de nos métiers. Mais ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est la qualité des conditions de travail, c'est la qualité des espaces de travail, c'est la conciliation des temps de vie. On a signé l'année dernière avec nos organisations syndicales Impact Social pluriannuel où on s'engage sur les conditions de concertation sur l'aménagement des espaces de travail, sur le télétravail, sur la conciliation des temps de vie avec l'expérimentation de ce qu'on appelle nous la semaine modulée, puisque le terme de semaine de 4 jours dans la fonction publique n'a pas de sens, puisqu'on doit faire 1607 heures. Donc la semaine de 4 jours, elle doit quand même faire 35 heures, ou en tout cas aboutir à 1607. Donc nous, on expérimente l'alternance de semaine de 4 et de 5 jours, la semaine de 4 jours et demi, donc pour permettre à l'ensemble de nos agents de trouver les solutions personnelles qui leur conviennent le mieux dans le respect des exigences du service public. Et puis on essaie de mettre en avant aussi, encore une fois, toute la dimension d'utilité sociale des métiers qui sont les nôtres, et notamment parce que je pense que c'est important aussi de faire passer ce message, c'est beaucoup dans la territoriale que se passe la transition écologique. Concrètement, la transition écologique au quotidien, c'est dans nos politiques publiques. Tout à l'heure, je parlais de l'eau potable, les transports, le respect de la biodiversité, l'aménagement des espaces naturels, les politiques d'aménagement même et d'urbanisme sont parmi d'autres, mais on pourrait aussi parler de l'innovation managériale, parce que contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir dans la fonction publique, pas que dans la territoriale d'ailleurs, dans la fonction publique dans son ensemble, on est aussi innovant et on sait faire des choses qui sont parfois reprises dans le privé, contrairement à ce qu'on voulait laisser entendre. Donc voilà, c'est pour donner une petite vision, enfin une vision très panoramique, mais un peu survolée de ce qui caractérise notre politique de marque employeur à Cergy-Pontoise. Micro à chaque fois, désolé. Alors, la fédération, les centres de gestion et le CNFPT, on a lancé une marque employeur nationale qui s'appelle Métiers territoriaux. Le but, c'est vraiment de faire connaître les 250 métiers de la territoriale, parce que même moi, qui évolue dans le territorial depuis 21 ans, il y a certains métiers que j'ai découverts. J'ai découvert qu'on avait des serruriers dans les collectivités, parce que je ne suis pas dans collectivité au quotidien. Donc on a été interrogé 23 agents pour l'instant qui ont souhaité témoigner sur leur métier. On a également des guides métiers et on essaye, au-delà de cette promotion, d'être sur Instagram aussi, de faire connaître. On essaye également de promouvoir les 10 bonnes raisons de travailler dans la fonction publique. Donc on a distribué des marque-pages. Pourquoi venir travailler dans la fonction publique territoriale? On fait beaucoup de salons. Et en effet, ce qui compte aujourd'hui, c'est de travailler sur la qualité de vie au travail. Dans toutes les publications et les enquêtes qu'on peut mener auprès des collectivités, c'est ce qui ressort. Évidemment, il y a le levier rémunération, il y a le levier temps de travail, mais tout ce qui est lié à la qualité de vie au travail est très important aujourd'hui pour renforcer l'attractivité. Et j'ai quelques exemples. Alors, issus de chez moi, vous me pardonnerez. Nous, on a créé les yogas du rire. Donc, un midi par mois, on a des agents qui vont soit avoir l'accueil d'une personne pour les extérioriser et justement les faire rire, soit faire des cours de yoga. Et on a également toutes les semaines de la gym agent pour essayer de travailler voilà, dans un cadre un peu plus... avec une charge mentale un peu plus apaisée. Et puis également, on essaye de développer dans les collectivités les moments de cohésion d'équipe pour redonner du sens aussi au travail en commun et au travail collectif.
Alors bon, on parle effectivement beaucoup d'attractivité. Je crois qu'on n'a pas nécessairement encore trouvé de recette miracle. On tâtonne tous. Pourquoi? Parce que c'est vraiment propre en fait à nos structures. Et chaque structure a ses qualités et ses défauts. Au-delà de ce qu'on met sur les annonces, sur le temps de travail, effectivement, sur le télétravail, moi, ce qui est demandé lors des entretiens de recrutement aux directeurs et aux chefs de service qui recrutent, déjà qui sont partie totalement prenante, c'est de communiquer vraiment sur l'ambiance de leur service, sur la force de leur service. C'est de parler vrai. C'est-à-dire que dans la commune pour laquelle je travaille, il y a des chefs de service qui travaillent beaucoup en co-construction. C'est un point fort, ça peut attirer des candidats, il faut le dire. D'autres moins. Pourquoi? Parce qu'on va chercher dans les candidats, on va chercher des personnes certes qui ont des compétences, mais aussi des personnes dont la personnalité s'épanouira au sein d'une équipe. Et donc parfois on peut avoir des gens très compétents, mais on peut ressentir que la personnalité du candidat ne s'intégrera pas avec le mode de fonctionnement du directeur ou du chef de service. Donc il faut avoir un petit peu cette sensibilité. Et c'est important, déjà, bien se connaître, bien connaître le directeur, bien connaître le mode de fonctionnement d'un service ou d'une direction, permet aussi de recruter la personne qui va s'épanouir dans cette structure. Ça peut paraître idiot, mais on le recrute parfois. Des directeurs vont choisir un candidat et nous, en RH, on connaît un peu le mode de fonctionnement, on sait que ça ne va pas tenir. Et en général, ça ne le loupe pas. Dans les 3 à 6 mois, le candidat, finalement, part. On interroge aussi, quand quelqu'un part, nous, on l'interroge. De manière un peu apartée. L'idée n'est pas de faire le procès de qui que ce soit, mais c'est d'identifier, entre guillemets, les raisons du départ pour pouvoir travailler dessus. Alors, ou travailler dessus de manière, j'ai envie de dire, très transparente, ou si ce sont des sujets sensibles, et c'est parfois accompagner aussi le manager. On est aussi confronté à une différence, on l'a dit, hein, la population des agents territoriaux est vieillissante, et donc des modalités de fonctionnement dans nos collectivités avec des générations, avec des attentes très différentes, des référentiels très différents. Donc on essaye aussi, je dirais des fois, de faire un peu le lien, entre guillemets, de faire ce lien de décryptage entre, je dirais, un jeune Z qui vient et qui a d'autres attentes. Pourquoi? Parce que ma génération, hein, c'est-à-dire qu'avant, il y avait l'obéissance hiérarchique. Voilà. Donc on allait obéir. Bon, aujourd'hui, on ne va pas dire tu obéis. C'est-à-dire qu'on dit, quelqu'un va regarder et me dit, t'es gentil, mais enfin pourquoi? Voilà. Et donc il va falloir expliquer. Donc il y a un aspect très pragmatique. Après, chaque collectivité pour laquelle j'ai travaillé, il y a des choses complètement différentes. Il y a, comme l'a dit Cindy tout à l'heure, effectivement des moments de convivialité qui sont importants. Nous, on a développé ce qu'on appelle le midi c'est permis. Et donc chaque agent a été libre d'instaurer des choses différentes. Alors il y a des cours de natation, il y a des midi-jeux, il y a des cours de handball, parce qu'on a en fait chacun à titre personnel a des passions. Donc ces agents ont initié, on a mis un cadre bien évidemment, et donc chaque agent en fait initie, et donc il y a 2 voire 3 activités par semaine. Et chaque agent peut s'inscrire. Et donc, au-delà de ça, ça développe, ça met en valeur déjà celui ou celle qui a investi, qui initie ça. Ça permet aussi aux agents de se rencontrer, parce que dans une commune, vous avez énormément de sites différents. Je pense que la communauté d'agglo, c'est la même chose aussi. Donc, ça permet aux gens de se rencontrer, de lever la barrière hiérarchique. Parce que j'ai envie de dire, quand on fait des Agents Games et qu'on est par équipe, tout DGS ou tout DGA qu'on soit, je peux vous dire qu'on a la win et qu'on leur crie dessus si jamais ils ne vont pas assez vite quand ils courent. Donc il y a aussi cette levée de barrière hiérarchique. Et là, la prochaine chose qu'on met en place, on essaye un peu de développer une sorte de service de conciergerie. C'est-à-dire qu'on prend contact en fait avec des commerçants de la ville ou avec des prestataires. Là, en l'espèce, c'est 2 ostéopathes qui vont intervenir, c'est-à-dire que la ville ne les paie pas, mais sur le temps de travail, des agents, toujours avec un cadre, auront la possibilité d'avoir des séances d'ostéopathie à des prix attractifs pendant leur temps de travail. Et quand on sait que dans une commune, c'est 80% d'agents de catégorie C, donc des gens de terrain qui ont, qui sollicitent leur corps d'une manière assez importante, ça leur permet aussi d'avoir accès à des soins à des coûts compétitifs et sur leur temps de travail, donc qui sont conciliables avec leur vie de famille. Voilà, c'est des quelques exemples, mais tout ça contribue à un cadre de travail quand même qui est
j'ai envie de dire, plus agréable. Merci pour ces exemples très concrets de stratégie de démarche marque employeur. Vous avez compris, il y a des points communs, le sens, la qualité de vie, conditions de travail, évidemment le volet salarial, mais aussi les parcours de carrière, et tout ceci adapté en fonction des spécificités de chaque collectivité. Merci beaucoup pour ces témoignages. On arrive aux dernière séquence de cette table ronde. On souhaite évidemment vous donner la parole si vous aviez des questions dans le public. Oui. Parfait, on les prend. 3 questions. Moi, je suis agent territorial, donc je travaille dans la région parisienne, dans la plus grande collectivité de France, la ville de Paris, on ne peut pas la citer. On a énormément de gens en fin de carrière, il y a 50 ans, 55 ans, qui souhaitent revenir dans leur terre d'origine, y compris dans les départements d'outre-mer. Et donc, en fait, ils souhaitent faire une mobilité vers la fonction publique territoriale. Et bien que la ville de Paris fasse partie de la fonction territoriale, il y a des petites différences de statut, notamment en termes indemnitaires. Donc, on a des agents, alors quand c'est la métropole, ça va, ils voudraient faire des immersions. C'est-à-dire, plutôt que de postuler en vain, un peu dans le vague, c'est faire une immersion observationnelle, comme le décret du 22 juillet 2022 le permet. Donc ça permet de discuter avec les futurs collègues, de s'enquérir de leurs outils, de leurs méthodes de travail, et de se faire une idée très précise, et après de postuler, si ça va, et en même temps de rencontrer l'employeur. J'aimerais savoir si ces démarches, vous les mettez en place, c'est-à-dire pour des agents en mobilité, donc leur permettre de faire des immersions avant de venir découvrir vos collectivités. La deuxième question, c'était par rapport aux agents vieillissants, comme Madame Julie Leminck l'avait dit, des RH de Villiers-sur-Marne. Souvent, ils sont mis en inaptitude. Il n'y a pas vraiment de seconde carrière, dans le sens où souvent, quand on a des agents de catégorie C, des personnes d'exécution, auxiliaires de puriculture, agents de voirie, c'est très difficile pendant l'année de période de préparation au classement de les reconvertir dans un emploi de la filière administrative. Et moi, je me demandais en fait s'il y avait des personnes qui voulaient faire une seconde carrière, s'ils sont reconnus travailleurs handicapés, qu'est-ce qui les empêche de demander une disponibilité et de faire un apprentissage dans la collectivité qui vise, et après être recruté, quitte après à être titularisé et faire un détachement. Voilà, la troisième, je ne la poserai pas parce que je vais laisser le micro aux autres. D'accord, merci. Qui veut répondre peut-être? Jérôme, allez-y. Alors, sur l'immersion, de fait, nous, on n'a pas d'exemple d'immersion qui viennent de l'extérieur. En revanche, sur la gestion, les deux questions d'ailleurs sont connexes, là, sur la gestion des deuxièmes parties de carrière, qui est un problème qui concerne l'ensemble des collectivités, parce qu'on est confronté à ça aujourd'hui, comme je le disais, vu la moyenne d'âge de notre effectif. Nous, on pratique des immersions pour nos agents quand ils veulent changer de fonction parce qu'ils n'ont plus les capacités, parfois plus l'envie, et je l'ai aussi beaucoup connu au niveau communal, hein, pour les agents qui sont dans les crèches ou dans le périscolaire. On fait des immersions sur des postes administratifs pour leur permettre à la fois pour nous permettre de vérifier la capacité d'apprentissage des compétences techniques attendues, mais aussi pour eux leur permettre de se rendre compte que les représentations qu'ils ont du métier correspondent à la réalité. Donc c'est des choses qui se pratiquent déjà en interne. Et vous parlez des PPR, moi j'ai aussi des exemples chez nous de PPR qui fonctionnent, mais il faut du temps pour organiser une reconversion réussie, et il faut que l'agent soit acteur de sa reconversion et qu'il ne soit pas dans l'attente des solutions par sa collectivité. Mais ce sont des choses qui marchent. Alors la difficulté, c'est qu'on est confronté à un volume qui est beaucoup plus compliqué à gérer que quand on fait du sur-mesure. Et vous parlez des auxiliaires de puériculture, et je finirai là-dessus. Le reclassement en catégorie B des auxiliaires de puériculture rend la reconversion très difficile parce que c'est des agents qu'il faut du coup reclasser sur des postes de catégorie B de rédacteurs, et sans rentrer dans la technique, mais ça veut dire que c'est des postes d'administration qui ont un niveau de compétence déjà attendu de plus en plus fort et où ils peuvent se retrouver en très forte difficulté, quoi.
Oui, pour en revenir également sur la question de l'usure professionnelle, donc on a quand même aujourd'hui 52 000 agents territoriaux qui se retrouvent dans ces situations chaque année. Donc la coordination des employeurs territoriaux, hein, qui regroupe les associations d'élus, également la fédération, le CNFPT, a travaillé sur un projet notamment de création d'un fonds d'usure permettant d'anticiper au maximum les reconversions professionnelles, parce que les reconversions, elles peuvent être malheureusement subies, mais elles peuvent être aussi choisies. On a des agents qui s'ennuient dans un métier. Moi, j'ai eu le cas dans ma commune, une agent qui était service comptable, gestionnaire comptable, qui nous a dit « moi, j'en peux plus, j'ai fait le tour, je voudrais faire autre chose », et on l'a pu l'accompagner grâce à une formation, et aujourd'hui elle s'épanouit en tant qu'agent d'accueil du CCAS. Donc il faut aussi penser à cette usure psychologique, et malheureusement ce qui est possible dans les grandes collectivités, notamment de flécher des postes administratifs, ne l'est pas partout, notamment dans les plus petites structures où les centres de gestion interviennent pour accompagner les périodes de préparation au reclassement. Et la solution que vous préconisez est aujourd'hui une réalité. On a un tiers des gens qui suivent une période de préparation au reclassement, qui finissent par trouver un emploi dans le secteur privé, donc ils partent en disponibilité pour travailler dans le secteur privé où ils ont pu avoir une possibilité de reclassement, ce qui n'était pas possible dans leur collectivité ou dans leur bassin d'emploi. Alors pour compléter, pour reprendre vos questions dans l'ordre, sur les périodes d'immersion dans d'autres collectivités, alors nous, on fait deux choses. On fait, comme Jérôme, effectivement, des périodes d'immersion qu'on essaye de faire. On n'attend pas en fait l'inaptitude. Dès lors, en fait, on a un suivi. Dès lors qu'il y a des restrictions qui nous semblent importantes, on commence à proposer aux agents en fait d'aller faire des immersions sur une période, parfois d'une journée, 2 jours, et parfois sur des postes vacants, pour qu'ils puissent un petit peu. Donc ça, on l'anticipe justement parce que je partage votre point de vue, le PPR c'est trop court. Quand on est en démarche PPR, 1 an, c'est-à-dire qu'en fait l'argent il est acculé, il est déjà en usure professionnelle et le travail doit être fait dans un temps beaucoup trop court pour permettre. Néanmoins, c'est un bon dispositif, je vous expliquerai après pourquoi. Sur des immersions à l'extérieur, ça m'est arrivé de le faire quand certains agents avaient envie de découvrir d'autres métiers, et je vais le dire avec mes mots de manière un peu très cash, mais qui sont grillés dans la collectivité. C'est horrible, mais parfois vous avez des agents qui traînent des réputations et ça se passe mal. Voilà, pour plein de raisons. Voilà, des fois de son fait, des fois pas de son fait. C'est comme ça, c'est la réalité de terrain. Et donc à ce moment-là, le réseau, il est pas mal entre collègues, pas que RH, tout collègue, et on dit, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait accueillir cet agent pour lui faire découvrir ce métier ? Et donc, en fait, par des voies de convention, on fait un système de conventionnement, et l'agent, c'est-à-dire que nous, on accepte en fait que l'agent aille aussi pendant 3 mois, des fois, payé par la collectivité pour découvrir. Ça reste exceptionnel, il faut être lucide, ça reste exceptionnel, c'est un coût pour la collectivité, mais à un moment donné, c'est aussi la question de se poser comment on fait en sorte que de quelque chose d'un peu difficile, on essaye d'en faire quelque chose de positif. Donc c'est toujours cette recherche de solutions qu'on a. Donc ça, c'est arrivé, ça reste à la marge. On est plutôt sur des immersions. Sur le PPR, je vous rejoins, 1 an, c'est trop court. D'autant que parmi les agents territoriaux, nous, on a une partie, par exemple, des agents qui ont des difficultés de français, sur le français. Donc, par exemple, je vous donne, quand il y a eu la loi du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique, avec, les 1607 heures, nous, on s'est aperçu que les ATSEM, toutes les ATSEM, il leur manquait 10 jours, en fait, pour être conformes à la réglementation. Ces 10 jours, on les a pas fait, on leur a pas dit, vous allez faire 10 jours de ménage supplémentaires, ça n'avait pas de sens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 5 jours, ce qu'on appelle de suggestion spéciale, et on a fait 5 jours de formation en intra, tous les ans, qui sont organisés en lien avec le CNFPT. Ces 5 jours-là, c'est des formations à la fois, je dirais, de fond, en bureautique. Voilà, elles ont chaque année 1 ou 2 journées de bureautique pour s'assurer que le jour où elles seront en usure professionnelle, elles ont une maîtrise de la bureautique. Et l'autre type, c'est des formations qu'elles demandent. C'est-à-dire, parfois, souvent, elles vont sur les enfants porteurs de handicap, sur les PAI, sur la gestion des émotions. J'ai envie de dire, c'est elles qui décident.
avec leur manager, et ensuite nous on négocie avec le CNFPT. Et donc ça permet d'avoir des agents qui, lorsqu'ils arrivent en usure professionnelle, elles ont davantage anticipé. Parce que le problème qu'on a souvent, ce sont des agents qui arrivent en usure professionnelle, il faut trouver des solutions rapides. La troisième solution qu'on a trouvée sur tous ces agents, parce que c'est une vraie problématique, c'est un vrai problème, c'est lorsque les agents commencent, entre guillemets, à être en usure professionnelle et par exemple des mi-temps thérapeutiques sont prescrits, ou qu'ils ont été en arrêt, ce mi-temps thérapeutique, puisque tout souvent ils ont déjà été remplacés, ça fait suite à un arrêt, on les place en surnombre pendant 1 ou 2 mois sur des postes en binôme avec quelqu'un pour voir si finalement... J'ai la chance, moi, d'avoir des directeurs, des chefs de service qui jouent vraiment le jeu. Enfin, il y a un vrai travail collégial qui est réalisé. Et on va dire, dans 70% des cas, les agents sont positionnés sur un poste vacant dans l'année. Mais c'est le résultat, en fait, des années d'anticipation et de prévention. Le PPR en soi, il est difficile. Après, il y a tout l'arsenal, je dirais, statutaire, mais je ne vais pas rentrer, sinon je vais vous perdre et vous allez détester, mais qui font que parfois des agents aussi, physiquement, sont au bout de tout ça. Voilà. Et puis, il y a effectivement le dispositif introduit par la loi à titre expérimental jusqu'au 31 décembre là, de rupture conventionnelle, qui a permis aussi à certains agents de mener des projets personnels, souvent des passions qu'ils ont transformées en métier et qui leur ont permis, en fait, avec l'indemnité de départ, de porter leur projet. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Nous arrivons au terme de cet échange. On l'a même dépassé. Peut-être qu'il y a une dernière question. Oui. Bonjour. Donc, ma question est que je suis titulaire d'un CMP emploi technique de collectivité en reconnaissant adulte handicapé et je travaille dans un ESAT. Il y a une loi qui est sortie en 2022, si ma mémoire est bonne, qui permet aux personnes en ESAT de travailler à mi-temps ou à mi-temps en tout cas dans le milieu ordinaire. Et je voulais savoir si c'était compatible avec l'ESAT ou pas du tout. C'est peut-être compliqué de répondre de manière générale à votre question parce que ça dépend des types de postes, mais en tout état de cause, on a de toute façon des obligations de recrutement de travailleurs porteurs de handicap. Donc, dans les collectivités locales, en général, on est plutôt bien situé par rapport à ces obligations. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous, alors à Cergy-Pontoise, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, loin de là, on travaille aussi beaucoup avec les ESAT dans notre commande publique. On passe un certain nombre de prestations de commandes à des ESAT et donc qui permettent de faire travailler des salariés de ces établissements. Et puis, on a aussi, tous les ans, on participe au Duo Day, qui est une journée où on fait découvrir sur la journée à des candidats qui sont porteurs de handicap nos métiers, pour ensuite voir si ça leur donne envie et si on peut trouver des postes qui leur correspondent. Mais voilà, j'ai bien conscience de vous faire une réponse générale qui ne répond pas forcément exactement à votre demande particulière. En tout cas, merci, j'ai bien compris. Donc, on peut rentrer dans votre site que vous avez cité tout à l'heure, là. Voilà, très bien, merci. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vous propose qu'on s'en arrête là. Merci infiniment à Jérôme Le Sabre, Julie Leminck et Cindy Laborie pour ce temps d'échange. J'espère que ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair et surtout vous donner envie de vous engager auprès des collectivités sur votre territoire. Évidemment, si vous avez des questions, Julie me souffle qu'évidemment, ils sont à votre disposition pour poursuivre l'échange après cette table ronde. Oui, vas-y.
Juste aussi, s'il y a des étudiants dans la salle, et j'imagine, vu qu'on est dans une université, il y en a, n'hésitez pas, si ce n'est pas trop tard dans votre parcours universitaire, à utiliser vos stages aussi pour découvrir la territoriale à cette occasion-là. Parce que si je me réfère à mon exemple personnel, c'est à l'occasion de mon stage, quand j'étais en institut d'études politiques, que j'ai découvert la territoriale que je ne connaissais pas du tout. Et j'y suis resté. Donc voilà, je vous invite, on accueille tous des stagiaires universitaires en licence, en master, avec plaisir, et ça peut vous donner une bonne idée de ce qu'est la réalité du travail en territorial. Le message est passé, merci encore à tous et à bientôt, au revoir.